Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans les coulisses du Grand Lyon. Mon invité du jour, Alan Boimran, bonjour. Bonjour, merci pour l'invitation. Vous êtes l'ancien community manager de Gérard Collomb, aujourd'hui référent départemental des jeunes avec Macron. Alors d'ici vendredi soir, le président Emmanuel Macron devra annoncer sa candidature à la présidentielle. Il faudra qu'il trouve une fenêtre dans l'actualité. Vu le contexte, ça peut se finir comme une dépêche à l'AFP, comme Jospin en 95. Alors, je ne connais pas encore le format, mais on espère tous que sa candidature va arriver, qui va arriver très rapidement. En tout cas, nous, on est déjà sur le terrain depuis plusieurs mois pour défendre son bilan, redéfendre les mesures qu'il a prises et pousser pour qu'il puisse se représenter d'ici quelques jours. Vous souhaiteriez qu'elle ressemble à quoi cette candidature? Je pense que ça va être quelque chose de très solennel. Vu le contexte, il ne peut pas faire quelque chose de grandiloquent, mais quoi qu'il arrive, c'est le message qui va compter, c'est ce qui va porter pour les prochaines années pour la France. Alors on a compris que tous les cadres d'En Marche ont eu la consigne d'être très sobres sur l'Ukraine, sur les plateaux télé. Est-ce que Emmanuel Macron s'est pas fait avoir dans cette histoire par Vladimir Poutine? Non, je pense que Emmanuel Macron a tout mis en œuvre pour que la voie diplomatique réussisse, sans naïveté et sans croire forcément toutes les promesses de Vladimir Poutine. Après, le résultat est ce qu'il est, et aujourd'hui, on essaye de faire en sorte d'aider autant que possible l'Ukraine, mais aussi en même temps d'essayer que la voie diplomatique puisse trouver un écho dans cette crise. Bon, vous avez appliqué la consigne du parti, vous avez fait très sobre. C'est moins le cas sur les propositions des jeunes avec Macron. Vous avez déjà sorti une centaine de propositions, alors que beaucoup annoncent sur ce deuxième mandat des réformes économiques de nature libérale. Vous souhaitez la légalisation du cannabis, la modification de son genre à l'état civil, l'euthanasie, la proportionnelle, sortir du tout Paris en transférant des ministères ailleurs, la syndicalisation obligatoire. Vous vous êtes pas trompé de candidat? Non, je ne pense pas qu'on se soit trompé de candidat. Ce qu'on défend depuis... Il n'y a à peu près aucune chance que ces propositions soient reprises par Emmanuel Macron et mises en œuvre. Emmanuel Macron pourra piocher dans l'ensemble de propositions qu'on a faites, mais l'objectif, c'est que depuis 2017, c'est l'émancipation des personnes. C'est de permettre de lutter contre les inégalités de destin. C'est ce qu'Emmanuel Macron a essayé de faire. C'est ce qu'il a fait en protégeant les Français pendant la crise. Mais aujourd'hui, nos propositions vont pleinement dans ce sens-là, que ce soit la légalisation du cannabis ou l'héritage tout au long de la vie. Mais vous n'avez pas constaté qu'il y a eu un petit virage à droite quand même durant tout ce mandat et que ces propositions qui effectivement étaient peut-être dans l'esprit du candidat Emmanuel Macron il y a 5 ans ne sont pas du tout dans l'esprit du président aujourd'hui? Je pense qu'aujourd'hui, les 400 milliards, je crois, de mesures économiques qui ont été prises, notamment pendant la crise sanitaire, ne sont pas des mesures de droite, et que n'importe quel gouvernement dit de gauche pourrait s'approprier. Et je ne vois pas ce qu'un gouvernement de gauche aurait pu faire, notamment pendant la crise sanitaire. Mais vous croyez vraiment qu'Emmanuel Macron pourrait, par exemple, comme vous le souhaitez, autoriser dès 15 ans la possibilité de modifier son genre sur l'état civil? C'est quelque chose qui a été partiellement engagé pendant le mandat, mais nous, c'est des positions qu'on défend, qu'on va pousser pendant les prochains mois. Mais après, ce sera au candidat de décider. Vous avez dit la légalisation du cannabis, par exemple. On voit que Gérald Darmanin y est très opposé et qu'Emmanuel Macron, s'il y avait donné quelques signaux favorables il y a 5 ans, ne le fait plus du tout aujourd'hui. Mais on doit pouvoir ouvrir le débat, je pense, sur ce sujet. Pour nous, c'est une mesure, que ce soit en termes de sécurité ou de santé publique, qui est très importante, sans parler de l'aspect économique qui vient après. Mais en termes de sécurité, ce serait libérer du temps pour les policiers, pour qu'ils s'attaquent aux gros trafiquants. Ce serait une mesure de santé publique pour permettre de mieux protéger les jeunes. Aujourd'hui, on voit qu'on est le pays qui est l'un de ceux qui consomment le plus de cannabis, alors que c'est l'un de ceux où la répression est la plus forte. On revoit dans vos propositions 20% de députés élus à la proportionnelle. Et il avait 5 ans pour le faire. Pourquoi il le ferait la prochaine fois? Oui, il avait 5 ans pour le faire, mais il y a eu quelques difficultés, notamment à cause du Sénat qui a refusé toute réforme constitutionnelle lors de ce mandat. Nous, on va continuer de pousser ces réformes institutionnelles, faire en sorte qu'il y ait une part de proportionnelle, réduire le nombre de parlementaires. C'est des choses qu'on a défendues en 2017, qu'on a essayé de mettre en place en 2018-2019, mais où on a eu un refus du Sénat qui pourtant est nécessaire pour avancer sur ces questions-là. Alors dans vos propositions, il y a beaucoup de passes sur le modèle du pass culture que vous souhaitez d'ailleurs étendre et mensualiser. Est-ce que vous avez constaté quand même que seulement 1% de ce pass culture est utilisé par les jeunes pour aller vers le spectacle vivant?
en fait, l'essentiel va finir dans les poches de Vincent Bolloré pour Canal+, et de Jacques Glénat pour les mangas. Oui, enfin, les mangas, c'est pas une culture. Il y a beaucoup de jeunes qui entrent dans la culture à travers les mangas. Et je trouve que c'est très bien que de nombreux jeunes puissent aller dans des librairies ou dans des magasins de mangas. Vous n'attendez pas le pass culture pour le faire? Oui, mais ils peuvent. Enfin, un certain nombre de jeunes qui n'avaient pas les moyens de le faire peuvent le faire aujourd'hui. Et le fait de le mensualiser comme on le propose, ça permettrait de peut-être les inciter à aller plus au théâtre ou au musée ou dans des espaces culturels de ce type. Ça veut dire contraindre un peu plus les choix qu'ils pourraient faire? Non, parce qu'ils seraient toujours libres des choix qu'ils pourraient faire, mais c'est mieux les inciter avec notamment une meilleure information sur l'application de Pass Culture où on pourrait recenser tous les espaces culturels et toutes les possibilités qui existent aujourd'hui. Alors vous souhaitez aussi un passeport, vous souhaitez des cartes Interrail pour voyager dans toute l'Europe gratuitement, vous souhaitez une garantie pour les jeunes pour leur permettre de faire des études sans travailler. Le robinet est ouvert. Non, la garantie, par exemple sur la garantie étudiante, l'objectif c'est que le problème c'est qu'aujourd'hui il y a un taux de non-recours aux aides sociales qui est extrêmement important. Donc nous, ce qu'on propose, c'est de regrouper toutes ces aides, que ce soit les aides au logement, les bourses, etc., et de les permettre de les donner automatiquement aux jeunes qui en ont besoin, et de les adapter en fonction de leur situation. Ceux qui vivent à Lyon, par exemple, toucheraient plus que ceux qui vivent à Brest, parce que le marché du logement est plus tendu à Lyon. Donc ça permet d'avoir cet équilibre qui lutte contre la précarité et qui en même temps lutte contre le non-recours. C'est la logique de l'allocation étudiante voulue par le syndicat UNEF. Non, parce qu'eux, ils veulent raser gratis et donner la même chose à tout le monde sans condition. Un mot sur la situation locale. Lors de la venue de Yannick Jadot, vous avez décrit Lyon comme le symbole de l'échec des écologistes, décrivant une économie sacrifiée, une culture abandonnée, une sécurité délaissée, une démocratie bafouée, tout en les accusant de polémiques inutiles. Est-ce que vous n'allez pas un peu fort, vous non plus? Non, après, je pense qu'il y a beaucoup de choses que les Lyonnais voient aujourd'hui, c'est qu'ils regrettent, notamment de ne pas avoir été votés en 2020 pour certains, parce que sur l'économie, ils abandonnent le soutien à des acteurs importants comme la French Tech. Sur la sécurité, les investissements ne sont pas là. Enfin, sur la Guillotière, par exemple, les habitants demandaient des toilettes publiques, ils ont droit à des urinoirs en pleine rue de très mauvaise qualité. Donc je pense que le job n'est pas fait. Vous pensez que les Lyonnais regrettent de ne pas avoir eu Étienne Blanc comme maire de Lyon et Gérard Collomb comme président de la métropole? Je pense qu'il y avait d'autres choix qui étaient possibles. C'est l'alliance que vous avez faite au deuxième tour. C'est l'alliance qui a été dénoncée par La République En Marche au deuxième tour. Vous étiez à l'époque dans la campagne de David Kimmelfeld, vous avez même été son collaborateur. Est-ce que votre présence aujourd'hui En Marche est comme un poisson pilote pour un retour au bercail des Kimmelfeldistes? Non, nous, notre seul objectif aujourd'hui, c'est de faire élire le président de la République, que ceux qui ont soutenu David Kimmelfeld ou Gérard Collomb puissent se retrouver dans cette dynamique. Et si chacun d'eux veut aujourd'hui participer à ça, nous on les accueille les bras ouverts. Alan Boimran, je vous remercie. Et moi, je vous dis à demain pour une nouvelle émission des coulisses du Grand Lyon.